philosophie, c'est un virus que j'ai attrapé déjà enfant, puisque mon père était philosophe, et que finalement à la maison, on parlait de philosophie tout le temps. Ce qui fait qu'il avait une passion pour Bergson, et que dès l'âge de 6-7 ans, on avait droit, il nous expliquait ce que disait Bergson, il nous parlait de Nietzsche, il nous parlait de Freud. Et donc ce qui fait qu'enfant, j'ai baigné dans un milieu culturel philosophique. Et puis à l'âge de 13 ans, il m'a donné un livre qui était Le Banquet de Platon. Et ça a été pour moi vraiment une révélation. Et à 13 ans, on commence à s'interroger sur ce qu'est l'amour. Et puis voilà, la réponse de Platon m'a passionné. Et du coup, après, j'ai plus eu besoin de mon père. Je me suis passionné pour la philosophie, et notamment la philosophie grecque. Donc j'ai lu tous les dialogues socratiques, j'ai lu Aristote, j'ai lu les stoïciens, j'ai lu Épicure, etc. Et puis de la philosophie qui aide à vivre, c'était ça qui m'intéressait. Je me suis posé toutes sortes de questions, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Et donc toutes ces grandes questions des Grecs sont devenues mes propres questions, et finalement m'ont habité. Ce qui fait qu'après, naturellement, je me suis dit, une fois que j'ai eu mon bac, je vais faire des études de philosophie. Et j'ai fait aussi des études de sociologie. C'est-à-dire j'ai fait les deux en parallèle, parce que j'avais aussi besoin d'incarner cette réflexion dans la société actuelle dans laquelle on est. Mais vous savez, Michel Onfray dit une chose que je trouve très juste. Il dit, on est tous philosophes, certains le demeurent. Et c'est vrai. Moi, je crois que comme tous les enfants, je m'étonnais, je m'émerveillais de ce qu'est le monde. Et du coup, je m'interrogeais. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que les choses sont comme ça et pas autrement? Et toutes ces questions-là sont devenues progressivement, si vous voulez, des raisonnements, des réflexions, des arguments. Et donc, j'ai vécu par ma propre expérience depuis l'enfance ce que nous dit Aristote, à savoir que la philosophie commence avec l'étonnement. On s'étonne du monde, on s'étonne de ce qu'on trouve en soi. On s'étonne qu'on observe la nature humaine. Et à partir de là, on réfléchit pour essayer de comprendre. Alors, ce qui m'a amené à fonder la Fondation Sève, au départ, c'est le désir de mieux faire connaître et diffuser les ateliers de philosophie avec les enfants. Puisque ça fait pendant 15 ou 20 ans, je n'arrêtais pas de dire dans des conférences, on devrait commencer la philosophie, non pas en terminale, mais à l'école primaire, et non pas sous la forme d'un cours de philosophie. On ne va pas enseigner aux enfants Kant et Spinoza, mais les faire philosopher, les faire réfléchir. L'acte de philosopher peut commencer très jeune. Et je ne savais pas que ça existait déjà. Et puis un jour, j'ai découvert que ça existait. Et ça m'a passionné. J'ai découvert la méthode Lippmann, j'ai découvert Tozzi, et ça m'a passionné. Et du coup, j'en ai fait l'expérience. Pendant un an, j'ai consacré une année à faire des ateliers de philosophie dans beaucoup de pays francophones. Parce que je voulais avoir une expérience de diversité culturelle. Donc j'en ai fait en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, dans diverses villes en Belgique, en Suisse, etc. Et des ateliers avec les enfants. Voilà, j'ai fait des ateliers de philosophie avec les enfants. Et ça, c'était une première. Alors c'était une première pour moi, sauf que je voulais l'expérimenter. J'ai besoin de faire les choses. Je ne voulais pas me contenter de dire « Ah bah c'est merveilleux les ateliers philo avec les enfants » tant que j'en avais pas fait. Et donc j'en ai fait comme ça de nombreux ateliers dans 18 classes différentes et je suis revenu de nombreuses fois dans chaque classe avec des enfants de 5 ans à 11 ans. Donc plutôt le grande maternelle et primaire. Et ça a été extraordinaire. C'est-à-dire ce que j'ai découvert là, c'est-à-dire cette capacité des enfants à penser, à réfléchir. Ils se passionnent pour ces ateliers de philo. L'impact que ça avait sur la classe, c'est-à-dire que ça changeait les rapports entre les enfants, de s'écouter, de découvrir ce que l'autre pense, qu'ils n'imaginaient pas que l'autre avait une autre représentation du monde que lui, etc. Que j'ai été convaincu que c'était extrêmement utile d'introduire les ateliers de philosophie avec les enfants dès l'école primaire. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui en parle, pour faire connaître cette expérience et puis en même temps faire découvrir tous ceux qui le font depuis bien plus longtemps que moi. Donc je parle de tous les pionniers, notamment Mathieu Lippmann, Michel Tozzi et bien d'autres. Et donc, je raconte dans cet ouvrage le fruit de cette expérience. Et puis, je me suis dit, ça ne suffit pas. Parce que ça fait 30 ou 40 ans que ça existe et ça reste très confidentiel. Pourquoi ça reste très confidentiel? Et donc, du coup, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit, d'une part, il faut mieux introduire les ateliers de philosophie dans les structures éducatives, donc à commencer par l'éducation nationale. D'autre part, il faut mieux médiatiser, c'est-à-dire faire connaître ça auprès du public, parce que quand il y aura une demande des parents, eh ben, ça va favoriser effectivement la mise en place des ateliers. Et c'est pour ça que j'ai créé la Fondation Sève, qui vise à former
des enseignants et des gens qui ne sont pas forcément enseignants, mais qui ont vocation à animer des ateliers de philosophie dans les écoles, là où les enseignants ne se sentent pas forcément capables de le faire, ou dans le cadre du périscolaire, ou dans des médiathèques, dans d'autres lieux. Et le but de la Fondation Sèvres, l'un de ses objectifs en tout cas, c'est de développer... Alors, je vais reprendre autrement. Le but de la Fondation Sèvres, Sèvres, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. C'est de développer chez les enfants le savoir-être et le vivre ensemble, dont les ateliers de philosophie sont un des éléments essentiels. Et donc, on a créé des formations qui visent, pendant une année, à former des gens, enseignants ou non enseignants, à animer des ateliers de philosophie. Et sur la première année, on a formé en France, en Belgique et au Canada environ 1500 personnes. Parmi les lieux où j'ai été faire des ateliers de philosophie, il y avait Molenbeek, hein, tristement célèbre à cause des attentats, mais c'est un pur hasard. C'est-à-dire que je n'ai pas choisi Molenbeek parce qu'il y a eu des attentats, puisque j'y étais avant les attentats. Et donc, quand j'ai commencé à faire les ateliers de Molenbeek, en fait, je travaillais avec les enfants, j'ai noué un lien de confiance avec les enfants, puis il y a eu les attentats. Et j'avais été à Molenbeek tout simplement parce que je cherchais des écoles qui puissent m'accueillir pour faire des ateliers de philo. Et une amie belge me dit, je connais une institutrice qui est dans un quartier de Bruxelles à forte population musulmane. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, pourquoi pas, ça changera justement de mes quartiers parisiens ou genevois. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis quand il y a eu les attentats, Molenbeek est devenu extrêmement célèbre. Donc j'avais un atelier programmé 15 jours après les attentats. Et on a fait l'atelier sur les émotions, parce que je me suis dit, je ne veux pas parler directement des attentats. C'était extrêmement frais pour les enfants. Et j'ai parlé des émotions, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu les attentats? Et c'était très important, puisque les enfants ont pu, à travers le biais des émotions, dire ce qu'ils ont ressenti. Donc, ils m'ont tous dit, on a ressenti de la peur, parce qu'on avait des parents, des cousins, des frères qui étaient dans le métro, qui étaient dans la rue, on ne savait pas s'ils étaient morts ou pas. Donc, on a ressenti de la colère, parce que c'est scandaleux que des gens qui se disent au nom de Dieu tuent d'autres gens, tuent des innocents. On a ressenti de la tristesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Puis il y en a un qui me dit, j'ai ressenti de la joie. Je me dis, oula, pourquoi? Il me dit, parce qu'ils sont morts, les terroristes. Bon. Et puis quand j'ai posé la question, mais pourquoi ils ont fait ça, à votre avis, les terroristes? Et il y a un enfant qui a dit, ils ont fait ça pour aller au ciel, pour aller au paradis. C'était des enfants musulmans, donc c'est la réponse qui vient immédiatement. Et là, je dis, est-ce que vous croyez qu'ils sont au ciel? Et là, tous les enfants se sont levés en disant, non! Et c'est sorti avec une puissance, j'ai jamais eu ça dans une classe, quel que soit le sujet abordé. Et là, ça m'a ému, parce que je me suis dit, tous ces enfants sont profondément scandalisés par ces attentats. Et quand j'entends certains intellectuels français qui disent on devrait bombarder Molenbeek, je me dis qu'ils aillent discuter avec les enfants qui sont les premiers choqués de ce qui est arrivé, parce que non seulement leurs proches auraient pu être victimes des attentats, mais en plus, ce sont des petits-enfants musulmans qui se disent « mais comment est-ce qu'on a pu faire ça au nom de notre religion ?» Donc c'était une expérience extrêmement forte. Un autre moment où les enfants ont parlé spontanément des attentats, c'est quand j'ai fait à Paris, peu de temps après les attentats, un atelier sur qu'est-ce qu'une vie bonne. Non, j'ai fait un atelier qu'est-ce qu'une vie réussie. Et donc la question était posée aux enfants et plusieurs enfants partent sur l'idée qu'une vie réussie, c'est d'être heureux. Si on est heureux, on a réussi sa vie. Ce qui est une idée qui peut tout à fait se défendre. Et puis il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». Alors je lui dis « pourquoi tu n'es pas d'accord ?» C'est là que ça devient intéressant. Et il dit « je ne suis pas d'accord parce que les terroristes, ils ont tué un tas de gens et ils étaient heureux. Mais je ne peux pas dire qu'ils aient réussi leur vie. » Alors je lui dis « pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il me dit « parce que pour moi, réussir sa vie, ce n'est pas être heureux égoïstement, c'est être heureux en ayant respecté les autres, en n'ayant pas fait du mal aux autres. » Et là, je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, et qui, il y a 2500 ans, a dit la même chose que toi. Il a dit, la vie heureuse peut être égoïste, et puis la vie heureuse qui tient compte de la justice, qui tient compte des autres, c'est ce qu'on appelle la vie bonne. Et c'est plus important que la vie heureuse, et tu dis la même chose. Et il m'a dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Alors moi, j'ai pratiqué la méthode la plus simple, c'est j'ai dit aux enfants de quoi vous voulez parler. Et donc, à chaque fois, ils ont sorti des thèmes, des sujets. J'en ai envie de parler des animaux, on a envie de parler de la mort, on a envie de parler de l'amour, on a envie de parler des émotions. Et parmi les sujets, j'en choisissais un. Et donc, je suis parti des problématiques des enfants, des questions qui se posent. Et c'est très rapide, parce qu'en 5 minutes, vous avez fait le tour des questions, on en choisit une, et ça va très vite. Alors qu'effectivement, le fait de partir avec un texte, par exemple, comme le fait Lippmann, c'est beaucoup plus long. Parce qu'il faut commencer par lire le texte, par ensuite choisir les questions que pose le texte, etc. Ce qui fait que quand vous venez pour faire 1 heure d'atelier philo, c'est pas praticable. Et c'est vrai que c'est praticable sur la durée. C'est-à-dire que je pense que les méthodes qui partent d'un texte, elles ont surtout une valeur éducative
éducative et pédagogique très forte lorsque vous inscrivez dans la durée et que vous faites des ateliers philo, que les enfants sont déjà habitués aux ateliers philo. Et donc le texte permet, je dirais, de varier de la simple question et on fait émerger les questions à partir d'un texte. Je pense que ce n'est pas nécessaire de partir toujours d'un texte. On peut le faire lorsqu'on inscrit des ateliers philo dans la durée sur une année. Et ben, de temps en temps, on part d'une question, de temps en temps, on part d'un texte. Je pense qu'il faut varier les approches et qu'il ne faut pas être fixé sur une seule approche. En fait, les critères, ben d'abord, tous les enseignants sont les bienvenus parce que c'est eux qu'on veut toucher en premier. Et donc, là, je crois que sur la première année, sur les 1500 personnes, il y avait environ 40% d'enseignants. Donc, ce sont des gens qui viennent librement, sur leur temps libre, se former pour faire des ateliers philo avec les enfants. Et puis les autres, c'est la majorité, ce sont des gens qui s'intéressent à l'éducation, qui ont parfois une expérience de coaching, de ressources humaines, qui sont éducateurs dans d'autres contextes, et où simplement il y a quelques mères de famille, des gens qui sont retraités, qui ont des petits-enfants, mais qui ont un intérêt particulier pour l'éducation. On vérifie qu'ils soient plutôt, qu'ils aient des capacités de communication, de pouvoir transmettre, et puis on leur propose donc cette formation qui est fondée sur 4 week-ends, donc on a 8 jours de formation avec des stages dans les écoles de pratique pendant la formation, plus un MOOC, c'est-à-dire une formation en ligne. Et donc au bout d'un an, ils ont fini cette formation et peuvent pratiquer, animer, soit directement dans leur classe si c'est des enseignants, soit si ce sont des animateurs, ben, ils vont aller dans des classes, dans du périscolaire, dans des médiathèques, dans des associations. Et puis il y en a d'autres qui le font hors scolaire, c'est-à-dire qu'on a des mères de famille, ils ont dit moi j'ai appris pour le faire avec mes enfants, avec les amis de mes enfants, on fait des goûters philo, etc. Donc on n'est pas obligé nécessairement de faire la formation pour aller dans les écoles. On peut aussi le faire autour de soi. Évidemment que pour former des milliers d'animateurs, on avait besoin de formateurs. Et là, on a pris les meilleures personnes dans chaque domaine qu'on connaissait, qui pouvaient faire ces formations. Et donc, je me suis tourné vers Michel Tozzi pour lui demander aussi qui est-ce qui pouvait nous aider. Edwige Chirouter nous a aidés dès le départ et proposait beaucoup de personnes. Nous avons eu Jean-Charles Pétier. Enfin, en fait, tout dans le monde francophone, les personnes qui étaient connues pour faire depuis des années des ateliers philo avec les enfants, je leur ai proposé de devenir formateurs SEV. Michel Sasseville au Canada, Michel De Smet en Belgique, Alexandre Riguer en Suisse. C'est tous des gens qui font ça depuis 15, 20, 30 ans. Et donc je suis parti des expérienceurs, c'est-à-dire des gens qui étaient les pionniers des ateliers philo, et puis d'autres plus jeunes comme Chiara Pastorini, etc., qui sont aussi très dynamiques, et ce qui fait qu'on est parti de ceux qui étaient là. Et donc on a 50 formateurs en atelier philo qui sont des gens très compétents dans ce domaine-là, parce qu'ils ont l'expérience de la pratique. Et puis on a fait la même chose dans d'autres domaines, parce que pour pratiquer bien des ateliers philo, je pense qu'il ne suffit pas de faire de la pratique d'atelier philo. Je pense qu'il faut connaître un peu des notions philosophiques. Donc on a fait un module, les notions philosophiques. Et là, j'ai choisi un certain nombre de philosophes qui étaient très pédagogues, qui, au cours des 4 week-ends, transmettent un peu, puis à travers le MOOC, etc., les grandes notions de la philosophie, pour que les gens sachent un peu ce que c'est que la philosophie. Et puis on a aussi un module sur le monde de l'enfant, c'est-à-dire la psychologie de l'enfant, le cerveau de l'enfant, la relation à l'enfant, pour que ceux qui ne sont pas spécialement enseignants puissent découvrir aussi comment se comporter avec les enfants, quels sont les éléments fondamentaux à connaître lorsqu'on parle à un enfant, lorsqu'on anime un atelier philo. Et puis le dernier module, c'est la pratique de l'attention. Puisque quand j'ai fait mes ateliers de philosophie, je me suis rendu compte que les enfants avaient beaucoup de mal à être attentifs et concentrés. Et donc je leur ai fait faire une petite pratique méditative toute simple, dans laquelle je leur demande de fermer les yeux, de laisser passer les pensées et d'être connectés simplement à leur corps. Ressentir les sensations, être présent, être là. Et je me suis aperçu que ça changeait tout. C'est-à-dire que quand les enfants sont attentifs, et du coup ils sont plus présents. À la fois, ils ont une meilleure qualité de réflexion, et en même temps, ils écoutent mieux les autres. Et donc ce sont 2 qualités fondamentales pour faire un atelier philosophie qui soit le plus fécond possible. Ce qui fait qu'on enseigne aussi dans les formations SEV à avoir cette petite pratique de l'attention qui permet que les enfants se calment et il y a un temps de silence d'1 ou 2 minutes avant le début de l'atelier philo. Le problème de la France, c'est que c'est vrai qu'on a un enseignement qui est essentiellement formé sur l'apprentissage des connaissances et pas assez du savoir-vivre et pas assez des activités artistiques, des activités sportives. On est très axé sur le rationnel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre le plus de choses possible. Montaigne nous dirait en France, et il le disait déjà, hein, on veut faire, l'éducation vise à faire une tête bien pleine. Et que nous dit Montaigne? Il nous dit il vaudrait mieux, il est plus important
d'avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Puisqu'on peut avoir un tas de connaissances, si on ne sait pas les utiliser dans sa vie, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, je dirais que je ne condamne pas du tout l'apprentissage des connaissances. Au contraire, il est très important d'apprendre à lire, d'apprendre à compter, d'apprendre à écrire, d'apprendre l'histoire. Tout ça est très utile. Mais en parallèle, ce qui manque, c'est effectivement des activités qui permettent aux enfants à mieux se connaître, à acquérir un savoir-être et à développer un savoir-vivre ensemble, c'est-à-dire des activités qui leur permettent de réfléchir ou de travailler ensemble à quelque chose qui leur permette d'avoir une meilleure gestion de leurs émotions, d'être plus capable d'empathie, de développer la bienveillance et puis de développer leur créativité. La créativité non seulement artistique, mais la créativité intellectuelle. Et les ateliers philo permettent à la fois de développer la créativité intellectuelle, les enfants vont développer leur pensée personnelle, ça développe leur esprit critique, ça leur permet d'acquérir un discernement qui est indispensable dans le monde dans lequel on est, et ça leur permet surtout d'apprendre à s'écouter, et donc à savoir que l'autre ne pense pas forcément comme moi, et qu'en même temps il peut dire quelque chose de très intéressant, ce qui va me faire moi réfléchir, et peut-être remettre en cause mes propres opinions. Et cette capacité de débattre, de s'écouter, je pense que ça va former des meilleurs citoyens. Donc je pense que les ateliers philo, les pratiques de l'attention, ça répond en grande partie à un manque de l'éducation française, qui est trop centrée sur l'acquisition des connaissances, l'accumulation des connaissances, et pas assez sur le savoir-être et le vivre ensemble. La réponse principale à la violence, c'est justement de permettre aux enfants à la fois de mieux se connaître, de travailler sur eux, d'avoir une petite connaissance de leurs émotions, de savoir mieux les identifier, de savoir mieux les gérer, d'avoir une éducation à la relation à l'autre, au respect. Tout ça me semble fondamental et ça a très peu de place dans l'éducation scolaire et des fois pas du tout dans les familles, ça dépend des familles évidemment. Mais il faudrait que ce soit présent dans les familles, il faudrait que ce soit présent à l'école. C'est pour ça que je crois que la principale réponse à la violence, au manque de respect, etc., c'est cette éducation, encore une fois, au savoir-être et au vivre ensemble. Et ça prend des formes très diverses. C'est effectivement les ateliers de philosophie, c'est la pratique de l'attention, mais c'est aussi l'art-thérapie, c'est aussi, il y a des endroits où on leur fait faire du yoga, ça fait énormément de bien aux enfants. C'est-à-dire toutes les thérapies, pas les thérapies, toutes les connaissances qui ne touchent pas que l'intellect, mais qui permettent aussi de toucher le corps, de toucher les émotions, et ce qui permet aux enfants finalement de progresser humainement. Quel est le but d'une éducation ? Pour moi, c'est de grandir en humanité. Et l'humanité, ce n'est pas que notre cerveau. C'est aussi notre corps, c'est aussi notre psyché, ce sont aussi nos émotions. Et tout ça doit être pris en compte dans l'éducation. Et je crois que c'est ce qui manque le plus actuellement à l'école, c'est qu'on doit prendre l'intégralité de l'être en compte et pas simplement le cerveau. Et ça se fait pas nécessairement d'ailleurs par les enseignants. Les enseignants ne sont pas tous aptes à faire ce que je viens d'expliquer. Mais on peut faire intervenir des gens qui sont capables de le faire et qui ont ces apports. C'est ce qui s'est fait notamment dans le cadre du périscolaire. C'est pour ça que je trouve que le changement des rythmes scolaires a un gros avantage. C'est qu'il permettait qu'il y ait des temps où après l'école, on peut faire autre chose qui est utile aux enfants et qui n'est pas simplement l'apprentissage scolaire. C'est vrai qu'on voit des fois, par exemple, le problème d'enfants musulmans qui résistent au darwinisme en disant « c'est pas vrai, on nous enseigne autre chose à la famille d'un point de vue religieux ». Et là, je crois que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est justement de faire des ateliers philo, notamment sur la différence entre croire et savoir. Et si les enfants n'ont pas compris la différence entre croire et savoir, ils ne pourront pas finalement résoudre ce problème-là. Et ce qui est extraordinaire dans les ateliers philo, c'est que ce sont les enfants qui l'expliquent aux autres. Et moi, je l'ai fait cet atelier philo dans des écoles où il y avait des enfants musulmans qui ont sorti ce problème-là. Et d'autres enfants leur disaient « mais vous confondez la religion et la science, c'est pas la même chose. » Ils disent pas la même chose. La religion peut dire quelque chose et la science va dire autre chose, mais lorsqu'il s'agit de l'explication des phénomènes humains, la science, elle a un savoir qui est lié à l'expérience, qui a plus de valeur que ce que va dire la religion. Alors que la science ne va rien nous dire, par exemple, sur ce qu'on va devenir après la mort. Ça, c'est la place de la religion et donc de la croyance. Et quand les enfants débattent entre eux, ça convainc beaucoup plus les autres enfants que si c'est un prof qui va dire, voilà comment distinguer les choses. Je pense que les ateliers philo ont une très forte vertu pédagogique, c'est que ça vient des enfants. C'est vrai que j'ai cofondé la Fondation CEF, mais je l'ai cofondée, c'est-à-dire que je l'ai fait avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Martine Roussel-Adam, qui est une ancienne chef d'entreprise qui a vendu ses entreprises pour faire de l'humanitaire. Et notamment, elle a créé une très belle association, Chemin d'enfance, et on s'est rencontrés par le biais de la Fondation de France, qui héberge la Fondation CEF, et ils nous ont dit, mais vous avez envie de travailler dans l'éducation, vous devriez travailler ensemble. Et on s'est très bien entendu. Et du coup, heureusement que Martine est là pour s'occuper de l'organisation, développer les formations, et puis il y a d'autres personnes. Il y a par exemple Marie-Jeanne Trouchot,
Michaud, qui est une femme formidable, hein, qui est une spécialiste, une psychothérapeute spécialiste de la communication non violente. C'est elle qui dirige les formations et elle prend en charge complètement et de manière bénévole et désintéressée, comme nous tous, elle prend en charge l'organisation totale des formations. C'est un boulot à plein temps. Et ce qui fait qu'on a une équipe, si vous voulez, de plusieurs personnes qui sont engagées dans la fondation, qui me permettent de ne pas être toujours présent. Et donc c'est vrai que j'étais présent pour la faire connaître, j'étais présent pour la faire connaître dans les médias, pour donner une impulsion, rassembler des gens, rassembler un conseil d'orientation qui nous permet de suivre l'évolution de la Fondation avec des gens comme Edgar Morin, Christophe André, Mathieu Ricard, Serge Tisseron et bien d'autres. Et en même temps, aujourd'hui, je reste présent parce que je sais ce qui s'y passe, je continue d'intervenir de temps en temps, mais je ne suis pas évidemment pris à plein temps comme je l'ai été pendant un an par la création de la Fondation. Mon objectif, c'est pas simplement de m'occuper de la Fondation Sève. Mon objectif, c'est de continuer par tous les moyens à diffuser et faire connaître les ateliers de philosophie avec les enfants. Et donc, j'ai proposé à France 2 de faire un film sur la question. Ils ont accepté. Et du coup, pendant un an, j'ai été filmé dans 2 classes, hein, une classe à Pantin, une classe à Belleville, des classes très mélangées, d'ailleurs très intéressantes au niveau de la diversité culturelle et sociale. Et pendant un an, ils ont filmé les ateliers philo. Et ça fait un très très beau film qui va être diffusé sur France 2 à l'automne 2017.